Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Quentin. Bonsoir. Et dis plus fort parce qu'on t'entend pas. Si, on m'entend. On t'entend? D'accord. Alors, pourquoi est-ce que je fais crier Quentin? Simplement parce que nous ne sommes pas en studio et d'ailleurs nous ne sommes pas non plus le 31 août. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une invitée que je vais vous présenter juste après. Et donc, nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Et donc, Quentin est à la technique, mais est également à la caméra. Donc, ça veut dire qu'il filme. C'est pour ça qu'il n'est pas tout près de moi. Donc, vous ne l'entendrez pas beaucoup aujourd'hui, vous ne le verrez pas, mais il n'est pas bien loin. Donc voilà, première émission de la saison, première émission, on termine les vacances, on est encore un petit peu en train de se demander comment on va redémarrer. Pour certains, on prépare déjà la rentrée scolaire pour les enfants, avec les cahiers et tout ce qu'il faut préparer. Hein, Quentin, n'est-ce pas? Oui, Oui, rentrée scolaire, hein, toi aussi. la fameuse. La fameuse rentrée scolaire. Donc, bon courage à tous les parents, hein, surtout les parents des plus jeunes, c'est surtout là que c'est le plus compliqué. Et cette émission aujourd'hui est un petit peu particulière parce que le fil rouge de cette année-ci est un peu différent des autres années. Et donc, pour vous parler de cela, j'ai mon invitée que je vous présente, qui est Claire Delepeau-Michelet. Bonjour Claire. Bonjour Laurence, merci de m'accueillir. Mais j'avais plaisir. Et d'ailleurs, je pense que bon anniversaire. Merci. Voilà, on a choisi juste le jour de votre anniversaire pour enregistrer votre émission. Donc, merci de vous être libérée aujourd'hui. Et nous allons parler ensemble, en fait, de beaucoup de choses. Alors, évidemment, on est sur un terrain connu parce que je vous avoue que Claire est également coach professionnel. Et nous allons aborder, pendant cette émission, du coaching. On va parler également de changement de carrière, on va parler de beaucoup de choses, mais on va surtout parler de votre bouquin que je montre là à la caméra. Et donc, qui s'appelle « Faites les choses importantes, faites confiance à votre boussole éthique » aux éditions Paiopsy. Et donc, Claire, on va parler de votre livre, de ce qu'il y a dedans, très rapidement, mais surtout de vous. Moi, je suis curieuse, je vais bien discuter avec les invités pour savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes devenu coach, qu'est-ce qui vous a pris d'écrire un bouquin, hein, comme ça. Très bonne question. Voilà, vous vous êtes levé un jour matin en vous disant oh, bah tiens, je vais écrire un livre. Et surtout, vous allez avec moi annoncer le thème de cette année d'émission où en fait on va mettre à l'honneur des hommes, des femmes, des personnes qui ont vraiment un parcours de vie tout à fait atypique ou qui ont changé de vie en cours de route, ou des personnes qui ont des métiers peut-être un peu différents, des hommes qui ont des métiers de femmes, des femmes qui ont des métiers d'hommes. Et donc l'idée, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui nous prend parfois dans notre vie de vouloir tout envoyer valser, de changer complètement, et surtout aussi, qu'est-ce qui nous retient de ne pas le faire. Et on va travailler par rapport notamment au Covid. On va parler évidemment du Covid, on ne peut pas ne pas en parler, de ce que le confinement a changé peut-être chez nous, chez vous aussi, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, je pense, pendant le confinement pour vous. Tout à fait. Et donc voir un petit peu comment on peut donner l'envie à des personnes, et si pas l'envie, en tout cas l'impulsion, de se dire si toutes les personnes qu'on va interviewer au cours de l'année l'ont fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Donc voilà vraiment le thème de l'émission que nous allons aborder. Donc on est parti pour plus ou moins 50 minutes ensemble, et pour entamer cette émission, en fait vous avez choisi quelques chansons. Je vous avais demandé de choisir des chansons qui vous convenaient, qui vous parlaient, qui parlaient de vous. Et la première qu'on va passer, en fait, alors elle est vraiment d'actualité, c'est celle d'Étienne Dao, qui s'appelle « Le premier jour du reste de ta vie ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette chanson? Alors, c'est une chanson que je trouve très émouvante, déjà. Et ça fait partie des choses qui ont du sens pour moi, c'est-à-dire de se sentir transporté par la musique et les paroles d'une chanson. J'ai aussi beaucoup aimé le film, Le premier jour du reste de ta vie, qui parle de la vie de nous tous finalement, la vie de famille, des grands événements de la vie, des points de bascule. Et puis je trouve que cette chanson, elle résume beaucoup de choses finalement. Elle dit chaque jour, elle est assez philosophique, donc ça, la philosophie, on va en parler, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui m'inspire, qui me guide. Donc chaque jour, on peut finalement remettre sur la table
des grandes questions. Qu'est-ce qui va être important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi tout court? Et du coup, comment est-ce que j'ai envie de vivre finalement, Donc il y a cette idée-là derrière cette chanson. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisie. D'accord, et bien c'est parti pour Étienne Dao, le premier jour du reste de ta vie. Voilà, comment nous mettre dans l'ambiance, comment se dire qu'en effet tout est possible et qu'on peut du jour au lendemain, comme vous l'avez dit Claire, remettre tout en question et peut-être changer de vie. Donc quand vous écouterez Étienne Dao la prochaine fois, vous penserez à nous. Alors, dites-moi Claire, qui êtes-vous? Alors, comme je dis toujours, moi j'aime bien te parler de la personne à la place du livre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vous, Claire de Lecombe-Michelet. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Votre parcours familial, votre parcours professionnel. Et où êtes-vous aujourd'hui en fait? Faire une espèce de petit retour dans le rétroviseur de qui vous êtes. Oui, super. Alors, qui suis-je? Grande question. Oui. 1000 manières d'aborder une même question. Donc, qui je suis aujourd'hui? Je crois que ça, c'est important comme point de départ. Je suis dirigeante du cabinet Terre de Sens, qui est un cabinet de coaching professionnel implanté à Grenoble depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, avec comme champ d'intervention 3 axes principaux. Donc, le coaching individuel, coaching de dirigeants, de managers, je dirais principalement, coaching de carrière, et puis l'égalité femmes-hommes avec un programme de développement professionnel pour les femmes que j'anime. Par ailleurs, je suis membre associé de la Société française de coaching. Alors pour les auditeurs effectivement qui ne connaîtraient pas notre belle profession, voilà, il y a plusieurs associations professionnelles en France qui défendent la profession. La Société française de coaching qui est l'association la plus ancienne, EMCC, dont vous faites partie, Laurence, ICF. Voilà. Donc j'en suis membre associé depuis maintenant près de 15 ans, membre du conseil d'administration également. Et point important, effectivement, une des raisons pour lesquelles je suis engagée dans cette association, c'est le fait de défendre notre profession, de la défendre auprès des pouvoirs publics, notamment. Et il s'est passé des choses importantes cette année en la matière, puisqu'un syndicat a été créé pour représenter la profession auprès des pouvoirs publics. Voilà, donc ça, c'est un point important. Parce que, rappelons-le, le coaching, c'est une vraie profession. Ce n'est pas un hobby. On ne se lève pas le matin en s'improvisant coach. C'est ça. Et puis, je crois que coach, c'est un mot très large, en fait. Et finalement, ce qui est important, c'est qu'on puisse se dire, au fond, nous, aujourd'hui, de quoi on parle? Moi, quand je parle de coaching professionnel, c'est d'accompagnement de personnes ou d'équipes dans la sphère du travail, déjà. Ça, c'est une chose importante que de le préciser. Donc voilà, ça c'est d'où je pars aujourd'hui. Le portrait ne serait pas complet, alors ça sera difficile d'être exhaustif, Laurence. Oui, parce qu'il y a un grand parcours professionnel. Mais sans parler aussi de quelque chose qui est très présent aujourd'hui, qui est l'écriture. Alors à travers notamment un blog qui s'intitule Soyons pionniers. D'ailleurs, c'est un virage là, de cette année de l'intituler comme ça, ce blog. Donc il y a vraiment la volonté à travers l'écriture d'encourager au passage à l'action, à travers des œuvres inspirantes, des œuvres de chercheurs, de gens qui sont un peu pionniers dans leur démarche, soit parce qu'ils pensent un peu différemment, qu'ils ont des recherches innovantes, soit parce qu'ils ont des parcours, comme les personnes que vous allez interviewer, qui peuvent nous inspirer. Donc ça, c'est vraiment l'idée de Soyons pionniers. Et puis, il y a ma passion pour la philo, qui s'est traduite de manière très, très concrète par une reprise d'études en philo il y a plusieurs années, le démarrage d'un doctorat de philo, et puis l'écriture de ce livre, les choses importantes, qui est un mélange finalement à la fois de ma pratique de coach, puisque on en reviendra, le livre est vraiment construit, même si les termes employés ne sont pas typiquement ceux du coaching, on est vraiment dans la démarche de changement du coaching, c'est ça qui sous-tend l'écriture de livre, mais en même temps c'est aussi un livre qui mêle récits de vie, avec des témoignages de personnes inspirantes, de la sociologie, de la philosophie, et puis ma pratique, donc un livre atypique. C'est ça, mais tout à fait. Et pour l'avoir lu, alors comme je vous l'ai dit, je suis très honnête, je l'ai lu, j'ai lu le début, mais vraiment, et puis dans les 2 dernières parties, je les ai survolées par manque de temps, parce qu'en fait on se connaît depuis pas longtemps, j'ai eu vos coordonnées il y a quelques semaines seulement, et c'est vrai que j'ai trouvé que le livre était très, très doux à lire, très facile, très abordable pour le commun des mortels qui n'y connaît pas grand-chose en coaching, ni en philo, ni dans toutes ces
je veux dire, c'est les méandres de l'écriture. Je trouvais que c'était justement quelque chose d'abordable. Et surtout, c'est ce côté où vous faites intervenir des expériences, des personnes, des témoignages, qui là, en fait, donnent directement beaucoup plus de poids à ce que vous avez expliqué avant, ou en tout cas, image beaucoup plus. Moi, je suis quelqu'un d'hyper imagé, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les métaphores et autres. Et donc, je trouve que quand on a une partie, je veux dire, théorique, et puis qu'on voit juste après comment la personne l'a mise en pratique dans sa vie, c'est tout de suite beaucoup plus parlant et ça permet de dire « Ah ouais, mais tiens, ça ressemble quand même franchement à ce que moi j'ai vécu ou à ce que je voudrais faire. » Et donc, ça peut être inspirant, comme vous le disiez, par rapport à votre blog. Mais vous n'avez pas été toujours coach. Dites-moi, c'était quoi avant? Alors, c'était quoi avant? Donc, mon parcours, j'ai envie de dire... assez classique dans un premier temps. J'ai fait une école de commerce, l'EDEC, suivi en parallèle avec un MBA, et puis j'ai démarré en entreprise pendant une petite dizaine d'années en ressources humaines, dans différentes entreprises à Paris. Et effectivement, j'ai eu, après une dizaine d'années de pratique, une envie de bifurquer. Alors, comment ça s'est produit? Puisque je pense que c'est ça qui vous intéresse, c'est ça, surtout. Oui, comment on bifurque? Je pense que les choses, en tout cas pour moi, elles se sont passées un peu par étapes. C'est-à-dire que finalement, déjà quand j'étais en école de commerce, je pense que j'étais une étudiante un peu atypique dans l'environnement. C'est-à-dire que moi, déjà, je me sentais un peu décalée. Alors, décalée pourquoi? Parce que je viens d'un milieu social modeste, on va dire ça, et dans ma trajectoire de vie, arriver dans une grande école de commerce, je dirais que j'étais pas programmée pour ça. Voilà, même si, après, en décryptant quand même l'histoire, avec ce retour sur soi qui me paraît important quand on est coach, de bien se connaître, il y avait des éléments qui peuvent expliquer l'ambition des parents pour leurs enfants. Voilà. Et vous en parlez dans votre livre, notamment par rapport à votre grand-père et à vos parents. Voilà, c'est ça. Il y avait une ambition de réussite, finalement de se sortir d'un milieu qui était, qui a contraint en tout cas pas mal de gens de m'aligner à avoir des destins contrariés, voilà, c'est-à-dire à ne pas vivre forcément ce qu'ils avaient envie de vivre profondément, mais plutôt à être contraints par les circonstances, on pourrait dire, à souvent faire des métiers qui n'étaient pas ceux qu'ils avaient profondément envie d'exercer. Donc c'est sûr que moi j'ai grandi avec la conscience de ça et avec l'envie d'être libre, avec l'envie de faire ce qui avait du sens pour moi, avec l'envie de sortir de ce milieu. Et après j'ai pris conscience, parce que j'ai beaucoup lu, mais la lecture est venue bien après. Par exemple, la sociologie, prendre conscience du fait que j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui une transclasse, c'est-à-dire quelqu'un qui a sorti de sa classe sociale, voilà, mais qui en même temps est un peu hybride, c'est-à-dire souvent il y a quand même aussi un attachement à là d'où je viens, à préserver les valeurs avec lesquelles j'ai grandi, la valeur du travail, de l'humilité, de la simplicité, et en même temps d'oser l'ambition. Et l'ambition, dans un premier temps, c'était une ambition de réussite sociale. Et puis après, c'était plus l'ambition de réussir ma vie vraiment profondément en fonction de ce qui avait du sens pour moi, après avoir finalement un peu rempli mon contrat. C'est-à-dire à la trentaine, j'ai fait une école de commerce, j'étais dans une grande boîte, à faire des choses d'ailleurs intéressantes, mais où je sentais quand même que j'étais un peu en désaccord avec mes valeurs. Et comment on le sent, ça? Alors, il y a quand même des choses qui vont, je pense, parler à vos auditeurs. Et moi, je me souviens très bien avoir eu des tensions dans le dos. C'est ça. Voilà, donc à sentir quelque chose qui était... Quand le corps commence à parler. Et en fait, comme le disent certaines des personnes interviewées dans le livre, parfois c'est une espèce de succession de choses qui se déroulent et c'est comme si dans le corps, en fait, ça s'imprime. Alors on a plus ou moins conscience. Mais voilà, il y a eu différents événements, on pourrait dire, dans ma trajectoire professionnelle et dans ma dernière expérience, où voilà, des choses qui m'ont choquée. Je n'ai pas nécessairement envie de rentrer dans les détails, mais en tout cas des prises de conscience qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas sur un plan éthique. Et à un moment donné, du fait aussi d'être dans un contexte favorable, il y avait ça, c'est-à-dire que dans l'environnement dans lequel j'étais, une multinationale, on avait des moyens pour se faire accompagner, donc j'ai pu être formée à la gestion des émotions, l'affirmation de soi. J'avais aussi une responsable à l'époque qui était très férue de développement personnel dans le sens noble du terme, c'est-à-dire comment on peut grandir sur le lieu de travail, être plus assertif,
faire avec ces fameuses émotions qui sont si importantes à considérer, et on ne sait pas trop faire avec quand même en France. On nous a pas appris, depuis tout petit, on nous a surtout Voilà. appris à les mettre dans une belle marmite et à remettre le Voilà. couvercle dessus. Voilà. Et malheureusement, quand ça pète, Ça crée ça quand fait même des dégâts. problèmes. C'est Voilà. ça. Alors qu'en fait, ce sont quand même des précieux indicateurs de boussole aussi, Mhm. hein, on pourra y revenir. Donc voilà, je pense que j'ai petit à petit eu des clés de compréhension de ce qui était en train de se passer en moi et d'une envie, à un moment donné, de m'autoriser à tracer ma route. Voilà, je pense que c'est aussi une des choses que j'aime faire dans mon métier, c'est d'aider les personnes en tant que dirigeant, en tant qu'équipe, en tant que personne, à tracer une route un peu singulière, c'est-à-dire à oser exprimer quelque chose de différent, prendre le risque. Peut-être que ça ne marche pas, prendre le risque que ça ne plaise pas à tout le monde. Je pense que plus on avance sur une voie singulière, plus on prend ce risque-là. Et donc oui, je pense que j'avais 31 ou 32 ans quand j'ai décidé de quitter la multinationale dans laquelle j'étais, aussi de quitter Paris. D'ailleurs, je trouvais ça très amusant, là. J'ai lu ça récemment dans le cadre de la crise du Covid. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de quitter Paris. Mhm. Et Oui. j'ai découvert qu'il y a une start-up qui s'était créée qui s'appelle Paris Je te quitte. Je trouvais ça excellent. Ah, c'est vrai, ça. Ah oui, ça c'est génial. Et qui met en lien les personnes qui cherchent à partir de Paris avec des territoires qui, eux, comme le Limousin, hein, on peut imaginer, cherchent à recruter et ont du mal à recruter. Et bon, par contre, bien sûr, souvent, pour quitter un endroit, il faut qu'on ait un minimum de garantie que là où on va aller, on va pouvoir C'est avoir ça. un projet qui tienne la route. Voilà, ça, c'est évidemment des choses qu'avec des coachs, on peut travailler. Mais voilà, donc j'ai eu, je dirais, une envie de quitter Paris, de vivre autrement, de vivre avec moins de stress. Pourquoi c'est stressant, Paris? Voilà. on pourrait faire une émission sur la ça, vie sur stressante Paris, à quoi. Paris, voilà. Le mode de vie, la pression, voilà. La pression aussi dans les organisations, et donc voilà, une envie de vivre autrement. Et ça, c'est là où je dis qu'il y a ce qui se passe en nous, et puis après, il y a le terreau favorable. Donc, il peut y avoir des incidents, des choses qui se passent dans l'organisation qui font dire, bon là, ok, ça va vraiment trop loin, je ne me sens plus en phase. Okay. Et puis, à l'époque, j'étais mariée, mon compagnon était lui-même dans une envie de changer de région. Donc voilà, il y avait des envies qui coïncidaient. Comme on dit, tous les indicateurs étaient ouverts. Et ouverts, exactement, direction le sud, le sud de la France. Et donc là, avec une première grande bifurcation, démissionner de l'entreprise dans laquelle j'étais pour me donner un peu de temps. Souvent, ce que je recommande d'ailleurs aux personnes que j'accompagne qui sont soit en période de transition de carrière, soit qui commencent à envisager un changement, mais ne savent pas encore vraiment dans quelle direction elles ont envie d'aller, de prendre le temps de la réflexion, parce qu'on aborde souvent des questions qui sont essentielles. Voilà. Donc quand je suis partie dans le sud de la France, j'ai fait un bilan de compétences et je me suis formée au coaching. Le coaching est vraiment apparu comme j'avais pas nécessairement pensé avant ce bilan de compétences. Et donc c'est intéressant aussi pour ça, parfois de faire un bon bilan de compétences. Alors c'est une question de personne, souvent d'être accompagné par la bonne personne qui fait émerger des choses importantes. Voilà, et donc le métier de coach a émergé pour moi à ce moment-là, et je me suis formée avec Philippe Bigot qui lui à l'époque était très engagé à la SF Coach et qui a développé un modèle qui s'appelle le coaching orienté solution. Donc je me suis formée pendant 1 an, parce qu'effectivement le coaching professionnel, en tout cas celui que nous défendons, je pense, Laurence, c'est une profession qui exige une formation souvent longue, un travail sur soi, et puis bien sûr de l'expérience. De la pratique. Donc ça, c'est le premier virage. Et puis après, je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans les détails, mais à partir de là, j'ai commencé en sous-traitance dans une grande structure d'accompagnement dans le sud de la France. Et puis ensuite, assez vite, j'ai créé ma propre marque, on pourrait dire. Et puis surtout, alors ça c'est un moment important, c'est-à-dire je ne suis pas restée très très longtemps dans le sud de la France. Avec mon conjoint de l'époque, on a décidé de changer de région et on est arrivé à Grenoble. Et Grenoble, c'est un point très très important dans mon histoire personnelle et professionnelle, parce que Grenoble, c'est une ville engagée sur plein de points. D'abord, c'est une ville pionnière. Et c'est même la marque du territoire. C'est pas forcément très connu sur le plan français, être pionnier. Pionnier sur le plan social, pionnier sur le plan environnemental. Parce c'est la première ville qui a un maire élu avec un
mouvement citoyen. Donc voilà, une pionnière sur le plan de l'hydroélectricité, une pionnière sur le plan de la culture. Enfin voilà, il y a un terreau favorable pour... Il s'y passe beaucoup de choses et c'était l'endroit où vous deviez être. C'est ça. J'ai coutume de dire c'est ma terre d'élection, c'est-à-dire c'est l'endroit, je ne sais pas qui m'a choisi ou que j'ai choisi, mais dans lequel je me sens particulièrement bien et à ma place. C'est important parce que j'en ai déjà parlé par rapport à mon parcours également. Donc quand je suis arrivée ici, moi j'étais pas du tout quelqu'un avec une brique dans le ventre et j'étais pas attachée à une région en particulier. Et c'est vrai qu'il arrive à un moment donné où dans notre vie, on rencontre cette région qui est la nôtre en fait. Et où on se dit, si même je ne suis pas originaire d'ici, on a l'impression de retrouver ses racines, on a l'impression d'être à la maison en fait. C'est bon, j'y suis, j'ai trouvé mon Eldorado, je vais appeler ça comme ça, et de se dire, mais j'y suis maintenant, bon, qu'est-ce que je fais et comment est-ce que je m'intègre moi dans cette région qui m'accueille ou qui, comme vous dites, qui m'a choisi, on ne sait pas très bien comment il faut le dire. Et c'est vrai que c'est important parce que de se dire, mais Paris, le Sud, Grenoble, je veux dire, voilà, le parcours, il est déjà avec quelques virages. Et c'est important, et ça, bon, nous, on en parle beaucoup dans notre métier de coach, de ne pas se mettre des limites, de sortir de ces pensées limitantes, de sortir de cette barrière et de tous ces, je sais pas, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Non, comme vous le dites, à partir du moment où on a quand même un minimum de travail derrière en se disant, bah, ok, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va plus, j'ai envie de changer, donc je mets en place tout ce qu'il faut pour pouvoir changer. Parce que bon, aussi, il y a des coups de folie sur un coup de tête, hein, on est bien d'accord. Mais derrière, en général, il y a quand même une base de je sais qui je suis, je sais ce que j'ai comme compétence, et donc bah, je sais ce que je vais faire quand je vais arriver sur place. Ou alors on prend un peu le temps de la réflexion. Donc c'est vrai que c'est important. Moi j'adore les parcours comme les vôtres parce que ce côté, mais déjà voilà, la vie ne m'a pas au départ donné tu seras fils de notaire, fille de notaire ou tu seras médecin, ma fille. Hein. C'était pas déjà ça au départ. Et malgré tout, voilà, ce côté un petit peu revanchard sur la vie, de se dire bah, tiens voilà, je ferai quand même mon chemin à moi. Et j'ai bien aimé dans votre livre à un moment donné vous citez la phrase tracer son chemin et pas suivre le chemin que d'autres ont tracé pour nous. J'ai trouvé ça génial et je me dis c'est vrai que la plupart du temps alors les parents oui fatalement ont des projections pour leurs enfants, on veut le meilleur, mais parfois c'est très très lourd. Et ce côté où on transmet des héritages à nos enfants, où on leur transmet nos projections. Mais non, laissons-les vivre, pardon, et surtout laissons-leur le choix de leurs actions, de leur vie et de leur choix de carrière. Parce que c'est vrai que c'est important. En parlant d'atypique, mais on va passer sur votre deuxième choix musical. Alors je pense que je fais partie des 3,5% de personnes qui n'ont pas vu le film. J'avoue, je ne l'ai jamais vu et pourtant il faudra quand même que je me décide. C'est en fait la bande originale du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. C'est ça. Donc de Yann Tiersen. Pourquoi cette chanson ? Alors, à nouveau, comme pour la première chanson, je dirais, c'est une musique que je trouve transportante. Voilà, une magnifique musique. J'ai adoré le film. Le livre parle d'éthique. Amélie, c'est quand même quelqu'un qui a envie de changer le monde. Mais de manière, j'ai envie de dire, accessible. Et c'est aussi ça, finalement, que je défends, que vous défendez, je pense aussi dans votre profession. C'est-à-dire ça passe par des choses du quotidien aussi. Et Amélie, elle essaie d'embellir la vie des autres. Par plein de petits gestes, et puis le film est drôle, très coloré, très contrasté, très décalé, voilà. Bon ben voilà, j'ai plus qu'à le regarder, hein, parce exactement. Que comme ça, je ferai un peu ma culture cinématographique. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que je viens de passer une semaine sur le festival 1001 Notes en Limousin. J'ai rencontré là-bas des pianistes et des artistes vraiment exceptionnels, et un des pianistes, Nicolas Horvath, m'a fait découvrir en fait une musique qui n'est autre que la partie de cette chanson, de la bande originale d'Amélie Poulain. Donc ça fait quand même 2 fois Amélie Poulain dans la même semaine. Alors nous allons donc suivre les signes et je pense que d'ici la fin du mois je vais quand même regarder le film, histoire de quand même pouvoir être en accord avec ce que les signes me donnent. Donc c'est parti pour Yann Tiersen. Voilà, eh bien, c'est vrai que ça nous met un petit peu dans une ambiance festive, ce côté un peu carrousel, ça donne cette image-là. Et puis c'est vrai que c'est une musique qui porte énormément. Alors,
Claire, pour parler maintenant un petit peu de votre livre, de ce qu'on appelle, donc de ce que vous appelez votre boussole éthique, pourquoi ce livre en fait? C'était quoi l'envie de... Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes levé en vous disant je vais écrire un bouquin et c'était quoi le but en fait? Oui. Alors d'abord, je ne pense pas m'être réveillée un jour en me disant je vais écrire un bouquin. Ah non. Il faut vraiment y réfléchir à 2 fois parce que écrire un livre, c'est quelque chose d'extrêmement prenant. Et j'ai mis 1 an à l'écrire. Et avant ça, il y a eu effectivement beaucoup de choses et beaucoup de travail. Donc pourquoi ce livre? D'abord pour transmettre. Voilà, transmettre et donner l'envie d'agir. Donner l'envie d'agir au plus grand nombre. Donc finalement ouvrir par rapport à aujourd'hui voilà, j'accompagne un certain nombre de personnes dans mon cabinet à Grenoble, donc un microcosme quand même, donc pouvoir rendre accessible finalement le fruit de mes recherches, de ma pratique professionnelle au plus grand nombre, avec des parcours inspirants, avec justement des personnes qui ont osé sauter le pas. Et je crois qu'il y a finalement dans ce travail d'écriture, il y a toujours, je l'ai fait bien sûr à la fois pour mes clients, pour vos auditeurs, pour voilà, le plus grand nombre, et je l'ai aussi fait pour moi. C'est-à-dire que écrire, c'est cheminer. C'est ça. Et en écrivant, j'ai rencontré ces personnes inspirantes. C'est-à-dire qu'il y en a que je connaissais déjà, qui faisaient partie soit de mes clients, soit de mes amis, et d'autres que je ne connaissais pas. Par exemple, j'ai interviewé l'ancien ministre de l'Environnement du Sénégal. Via mon réseau, je ne le connaissais pas. Cet homme est prodigieusement inspirant. Cet homme qui passe une partie de son temps à reforester la mangrove. Voilà, donc ce qu'il fait a tellement de sens. Voilà. Et l'écouter, c'est magique. Quand vous en parlez dans votre livre, vous le dites, c'est quelqu'un qui a comme valeur la préservation de la planète, qui a la vue à long terme, de se dire si c'est pas maintenant qu'on fait quelque chose, c'est pas dans 10 ans, dans 20 ans qu'il faudra commencer à s'inquiéter, et de mettre la vie avec un grand V majuscule, au centre de ses préoccupations en fait. C'est vrai, quand vous en parlez, on sent toute la puissance qui est derrière la volonté de cette personne. C'est ça. Et puis je pense que, je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas je suis quelqu'un qui suis profondément animé par la passion et j'adore accompagner des gens passionnés, entendre des gens passionnés. Et souvent les personnes que j'ai interviewées, elles sont éminemment passionnées par des choses différentes. Haïdar, il aime la nature depuis toujours. Et à un moment donné, donc voilà, lui aussi il dit, il était dirigeant d'une entreprise de commerce de meubles, et un jour il se réveille, il dit ça n'est pas ma vie. Et bon, il avait déjà eu un parcours un peu atypique avant, mais voilà, et petit à petit, il reprend la plongée en apnée, qui était une passion de jeunesse. Voilà, il crée l'Océanium, qui est une structure de protection de l'environnement, une structure de plongée aussi. Enfin, il a fait des tas de choses. Les choses sont venues progressivement. Il n'est pas devenu ministre du jour au lendemain, mais voilà, ce sont des parcours très inspirants. Et donc, il y avait pour moi l'envie de transmettre ma passion pour le savoir. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup ça, hein. J'ai beaucoup de citations dans mon livre, de citations de philosophes notamment. Donc transmettre voilà, une somme de connaissances et un désir d'agir, et probablement aussi pour moi me conforter, me donner l'envie d'aller encore plus loin, et puis laisser une trace. Voilà, un livre, moi qui adore lire, notamment qui adore lire les philosophes, donc quand on lit des bouquins qui datent d'il y a 2000 ans, je me dis, mais sur certains livres sont tellement d'actualité, je me dis, moi, ça m'aide à agir en tant que dirigeante, en tant que citoyenne, en tant que personne. Donc, si mon livre peut aider d'autres personnes à vivre mieux, professionnellement et même tout court, à faire ce qui a du sens pour eux, voilà, j'aurais réussi mon pari, puisque j'en parle aussi pas mal dans le livre, et Étienne Daou parle du pari chaque jour, hein, un nouveau jour, un nouveau pari. C'est un peu ça, c'est-à-dire, on n'est jamais sûr que ça va marcher. C'est ça, c'est un risque à prendre, et de se dire que parfois le risque il peut être calculé ou pas. Voilà. Et quand bien même, si même on ne réussit pas, de considérer que l'échec n'est pas un échec, que c'est juste une prise de conscience, c'est une expérience, c'est des bagages qu'on va garder. Et surtout, alors il y a une citation qui dit « Un âne ne trébuche jamais 2 fois sur la même pierre hein. ». Mais c'est de se dire, si je me suis trompée ou si je me suis plantée, pour le dire platement, la première fois, mais quand je vais réessayer ou que je vais faire autrement, le cerveau en fait enregistre toutes ces expériences, toutes ces erreurs pour aller
au moment où on doit faire un choix, ou au moment où on doit réagir, aller rechercher cet élément-là, l'image que je donne toujours, moi je vais parler, alors vous allez voir que j'ai des références exceptionnelles, ça me fait toujours penser dans Monstres et compagnie, quand on a l'arrière-boutique, là, avec toutes les portes qui sont rangées avec des chaînes, de se dire, le cerveau, c'est jamais qu'un endroit de stockage. Et quand on a besoin de l'information, voilà, il y a un petit robot là, qui va chercher juste l'information dont on a besoin. Tout ça, évidemment, se passe sur des millièmes de secondes. Mais on a cette capacité de pouvoir apprendre de nos erreurs, apprendre de nos expériences et apprendre de notre passé. Et comme vous le dites si bien, c'est là que c'est quand même assez affolant parfois, de se dire des textes qui datent de 2000 ans, nous inspirent encore maintenant et sont tellement d'actualité maintenant. C'est bien la preuve qu'on ne peut pas réinventer la roue. C'est bien la preuve que l'être humain évolue, ok, on est bien d'accord, mais que le fonctionnement reste quand même le même, intrinsèquement, je parle, depuis des millénaires, en fait. Il y a des fondamentaux. Et j'avais juste envie de réagir par rapport à ce que vous disiez sur l'apprentissage, c'est-à-dire que la condition même de l'apprentissage, en fait, c'est de faire des erreurs. C'est ça. Et donc notre rapport à l'erreur, j'en parle dans le livre et je cite Charles Pépin avec son ouvrage Les vertus de l'échec, il encourage à échouer finalement, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc si on ne veut pas échouer, et ça dans les transitions de carrière, ça m'est arrivé parce que c'est humain d'accompagner des personnes qui à un moment donné sont prisonnières d'une équation où l'échec n'est pas permis. Mais si on n'accepte pas l'idée que ça ne puisse pas marcher, alors on ne peut pas changer. C'est ça. Parce que c'est inhérent au changement. C'est vraiment, moi, une des images que je donne régulièrement, c'est cet enfant qui apprend à marcher. Quand il tombe la première fois, il ne va pas s'arrêter, se mettre au sol, puis faire grève et plus jamais bouger. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se relever, il va encore se planter, il va se blesser, il va peut-être se faire mal, j'en sais rien. Mais plus les parents derrière vont l'encourager, plus il va avoir envie d'aller explorer le monde. Par contre, si directement les parents lui sautent dessus, qu'est-ce que t'as, où t'as mal, qu'est-ce qui se passe? Clairement, la peur de l'échec, elle va arriver directement. Et c'est vrai que notre travail, nous, en tant que coach, c'est ça aussi. C'est d'aller aider la personne à se rendre compte que ce que l'on considère comme un échec, ce que l'on considère comme quelque chose de raté, non, c'est juste une expérience et c'est juste un tremplin qui vous amène vers autre chose. Dans votre bouquin, vous donnez vraiment les 3 étapes, en fait, du changement. Est-ce que vous pouvez nous les citer rapidement et juste faire un petit parallélisme par rapport à ça? Alors, en tout cas, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de modéliser le changement. Un outil que vous devez connaître, qu'on utilise souvent, c'est la courbe de deuil. Là, ce que j'utilise, c'est plutôt en lien avec le changement éthique. C'est-à-dire vraiment comment on change en étant vraiment connecté à ce qui a du sens pour nous et par quoi on se sent appelé dans le monde qui nous entoure. Parce que la dimension éthique, c'est vraiment le point de rencontre entre nous et ce qui nous paraît bon pour le monde. Donc la première étape, c'est se réveiller. C'est-à-dire, finalement, pour changer quelque chose, il y a à prendre conscience de ce qui nous touche, de ce qui nous anime, de ce vers quoi on a envie d'aller, qui n'était sous la ligne de flottaison. Jusque-là, on ne le voyait pas, donc il faut qu'il se passe quelque chose. Et alors là, effectivement, on est dans un contexte, la crise du Covid, tout d'un coup, pendant 8 semaines, il se passe un événement qui nous amène, pour certains, à être face à nous-mêmes, potentiellement un temps propice à la remise en question. Parce que le fait de se retrouver aussi toute la journée avec le conjoint, qu'on ne voit parfois qu'une heure le soir, ça change beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Donc cette phase de réveil, potentielle. Je pense qu'effectivement, on a vu aussi pendant cette période les fortes inégalités. On n'était pas tous dans les mêmes conditions de confinement. Pour certains, ça a probablement été traumatique. Alors, peut-être, si ce traumatisme peut être travaillé, source d'enseignement, d'apprentissage et de changement. Pour d'autres, dans un climat plus favorable, avec un petit peu de temps pour penser ce qui nous arrive. Alors d'ailleurs, peut-être sur le moment, ou peut-être pas, parce que je pense en effet pour beaucoup de personnes, et notamment pour beaucoup de femmes, pas tant le temps que ça d'avoir du temps pour penser. Donc ça peut se faire après coup, mais ça nous a fait vivre des choses fortes. Et souvent avec ce côté, loupe. C'est-à-dire, il se passe des choses et les émotions, les fameuses émotions que d'ordinaire, on ne prend peut-être pas toujours le temps d'écouter, elles ont été démultipliées. Parce que les événements sont venus un peu nous faire violence quand même. Tout d'un coup, on est astreint à rester dans un environnement, on n'a pas choisi de vivre H24 dans notre domicile. Donc voilà, des choses qui nous sont imposées, qui ont pu être difficiles à vivre et nous faire prendre conscience de ce qui était vraiment important pour nous. Pour moi, par exemple, c'est pas un scoop, évidemment, mais la liberté, quelque chose de fondamental pour moi, la liberté de se déplacer. C'est intéressant de voir, par exemple, le cas de la Suède,
qui a décidé, parce que c'est dans leur constitution, ils n'interdisent pas, c'est anticonstitutionnel d'interdire aux citoyens de se déplacer. Bon, nous on l'a accepté, parce qu'à un moment donné, l'éthique personnelle, justement, elle ne suffisait pas, en tout cas elle était insuffisante, visiblement, donc on a dû passer par des mesures coercitives, mais en tout cas voilà, le réveil. Et là, par exemple, tous se posaient la question, qu'est-ce que le confinement ? Qu'est-ce que cette crise ? Parce qu'elle n'est pas finie, elle fait que commencer. En tout cas, on est bien dedans. Et pour les entreprises encore plus. Voilà, c'est ça. Donc là, vraiment, qu'est-ce que c'est venu dire de ce qui était important pour moi ? Qu'est-ce qui nous a manqué ? Voilà, beaucoup de choses potentiellement ont pu nous manquer, hein, la liberté, le lien, le travail pour certains. Hein. Moi, je fais partie des gens qui ont pu continuer à travailler à distance, et à du coup faire preuve de créativité, mais pour d'autres, ça a été compliqué. Et savoir se réinventer, parce voilà. que ça aussi, on a été confronté à des situations où, je prends l'exemple de notre métier, où la base de notre métier, c'est le lien, et se retrouver du jour au lendemain à devoir faire que de la visioconférence ou que des rendez-vous par téléphone. C'est vrai qu'il faut savoir se réinventer pour recréer le lien autrement que le lien physique qu'on peut avoir en temps normal. Et puis alors en plus cette période est intéressante parce que finalement ce qu'on croyait impossible est devenu possible. C'est ça. C'est-à-dire que par exemple une partie de l'économie à l'arrêt, alors évidemment c'est extrêmement dur à vivre, mais tout d'un coup, du silence dans les villes, peut-être à nouveau du temps en effet pour certains, la pollution qui diminue. Voilà, donc à partir du moment où ces choses impossibles sont arrivées, d'ailleurs, c'est un des grands slogans de Haïdar. Hein. L'impossible, c'est pour aujourd'hui, demain, il sera trop tard. Voilà, donc il y a des choses qui sont possibles à partir d'aujourd'hui, potentiellement. Est-ce qu'à partir de ce dont on a pris conscience, parce que là, je pense que pour le coup, ce qui était sous la surface de l'eau là, est remonté, est-ce qu'on en fait quelque chose ou pas ? Donc, se réveiller, c'est une chose. Les émotions, c'est une source de réveil. On peut vouloir les étouffer, mais à un moment donné, elles sont tellement fortes que ça devient compliqué. Oui, c'est plus possible. C'est plus possible. Voilà, donc là, réveil. Dans le livre, je reviens sur toutes les manières de se réveiller et l'importance des émotions et des déclics. La deuxième, c'est effectivement une fois qu'on a pris conscience, le risque, ou dans le processus un peu humain, c'est la tentation de rester couché. C'est-à-dire, j'ai pris conscience, en tout cas je l'appelais comme ça dans le livre, de l'importance de peut-être changer, de vivre autrement, ou de m'engager davantage, ou que sais-je. Maintenant, peuvent se présenter à moi toutes les bonnes raisons de ne rien faire. C'est ça. De ne pas changer et d'être embarqué. Le oui mais. Voilà, le oui mais. Et le business as usual finalement. Et ça, je trouve qu'au niveau politique, on le voit très bien par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'on est pris dans un ensemble de contraintes. C'est-à-dire à la fois, on a besoin d'aller vers une transition écologique, parce qu'on voit bien là que le modèle dans lequel on est n'est pas durable, et en même temps il faut qu'on préserve l'emploi. Voilà. Donc comment on fait, comment tout ça doit être anticipé, préparé, et c'est exactement comme une transition de carrière, à moins vraiment que tout soit là déjà en germe depuis longtemps et qu'il ne reste plus qu'à basculer, sinon ça se prépare, ça s'anticipe, et voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc les freins au changement, ils sont multiples, mais le premier, on en a déjà parlé finalement, c'est la peur. C'est ça. La peur de l'échec, la peur du danger, et ça en plus c'est quelque chose qui est profondément inscrit en nous. C'est une des choses dont je parle, qui fait partie aussi de mes outils en coaching, c'est-à-dire que la peur du danger, ça fait partie des stratégies gagnantes de l'évolution et du vivant. Le moindre moucheron n'a pas envie qu'on l'écrase. La vie cherche à vivre, il y a quelque chose en nous qui veut vivre et qui donc veut s'épargner le danger. Et aujourd'hui, c'est une formule que j'utilise dans le livre, je dis, on est suréquipé pour voir les dangers, c'est-à-dire qu'on voit aussi des dangers qui n'arriveront jamais. Oui, tout comme la phrase « j'ai beaucoup de problèmes ». Voilà, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés. Voilà. J'ai trouvé ça excellent. Voilà, donc on anticipe les dangers et tout l'intérêt. Alors, c'est hyper précieux de voir les dangers. Enfin, déjà dans le monde réel, c'est très précieux, on traverse la route, puis on a des radars pour voir le danger. Ça, c'est évidemment extrêmement précieux. Et dans une stratégie d'entreprise, stratégie de carrière, c'est important de voir les dangers. Mais en même temps, d'agir, même s'il y a, on va dire, un danger potentiel, un risque d'échec, ou de l'inconfort. Voilà, parce qu'en fait, il y a aussi tout finalement, et là je pense qu'il y a une dimension culturelle aujourd'hui de recherche du confort. D'abord, un peu une culture de l'hédonisme, du plaisir facile, voilà, d'être dans sa zone de confort, et donc sortir de sa zone de confort, ça n'est pas confortable, et finalement prendre le risque de vivre de l'inconfort, c'est-à-dire précisément pas que des choses joyeuses et positives. Changer, vous l'avez vécu Laurence, moi je l'ai vécu, c'est de temps en temps la traversée du désert, c'est des doutes, c'est des peurs. C'est-à-dire accepter qu'on va faire quelque chose et qu'on va devoir cohabiter de temps en temps avec de la peur, avec des doutes, avec des réajustements, parce que dans la plupart des cas que je cite, ou même dans ma propre trajectoire, il y a des choix, il y a des avancées, il y a des points d'arrêt, on dit ok, alors là,
bon, il faut se réinventer. C'est ça, et parfois faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière pour pouvoir prendre le recul aussi nécessaire. C'est ça. Pour, donc les freins au changement, ouais. ils sont multiples, ils peuvent venir aussi de nos milieux sociaux, une pression de conformité, à faire comme fait l'environnement proche, il peut être lié à la confiance en soi, ou au manque de confiance en soi, et là je parle notamment des femmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas égaux en termes de confiance en soi, et d'ailleurs j'ai trouvé ça très intéressant dans mes interviews, de voir les différences de confiance en soi en fonction du milieu social. Donc, prendre conscience, le cas échéant, du fait que, par exemple, chez les femmes, le manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, le sentiment de ne pas être légitime, ce sont des choses qu'on va retrouver plus fréquemment. On trouve aussi chez les hommes, chez nos clients, dirigeants masculins, qui peuvent aussi s'autoriser dans l'espace de coaching à dire leurs doutes et leur sentiment d'être illégitime. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on traverse beaucoup plus souvent en tant que femme. Et savoir que c'est quelque chose qui est partagé, qui n'est pas personnel, qui n'est pas de l'ordre de l'histoire psychique, mais c'est vraiment le sentiment d'illégitimité, il est culturellement, historiquement construit. Parce que si on regarde les modèles que nous avons de dirigeants, effectivement il y a beaucoup d'hommes, il y a moins de femmes, donc ce n'est pas forcément naturel, enfin naturel, culturel plutôt d'ailleurs, de s'imaginer pour les femmes à certains endroits. Et par contre, ça permet aussi de pouvoir se rassurer. Et de se dire, comme vous le dites, c'est quelque chose qui est commun. Oui. Donc je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc je ne suis pas cette espèce de mouton noir parce que je n'ose pas, parce que je ne suis pas à l'aise, parce que. Oui. Et tout à l'heure, vous avez dit la phrase qui me plaisait bien, c'est quand on est dans une situation comme ça, notamment du Covid, c'est comment on va faire pour régler le problème et non pas pourquoi ce problème est-il arrivé et d'essayer de trouver les coupables, les raisons et autres. Et là, je pense que c'est vraiment, nous, c'est la base de notre coaching, c'est travailler sur le comment et non pas sur le pourquoi. Et je pense que quand certaines personnes, parfois, se réveillent et puis passent à l'action, c'est de se dire, OK, comment je vais faire maintenant et pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, pourquoi je n'ai pas fait ceci ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Le pourquoi, c'est bien, on est bien d'accord, mais c'est surtout qu'est-ce que j'en fais maintenant. Et là, c'est le 3e niveau de votre changement qui est, je me bouge, quoi. C'est ça. J'y vais. Se lever. Je reste pas couchée, je reste pas dans l'inertie ou dans ma zone de confort, ou d'inconfort, mais en tout cas dans ce que je connais. Parce que finalement, c'est peut-être pas confortable pour des personnes qui nous écoutent d'être là où elles sont, mais il y a une forme de confort à pas changer, à pas se confronter au risque. Voilà. Donc le 3e, c'est j'y vais, je me lève, je tente. Finalement, je fais des premiers pas dans la direction qui a du sens pour moi, en acceptant tout ce qui va avec. Et finalement, c'est un peu ça aussi le plaidoyer du livre, c'est accepter de se sentir pleinement vivant, et vivre sa vie, c'est ça. C'est accepter, la vie, c'est pas que des hauts. C'est aussi potentiellement des bas, c'est un processus. On va accepter finalement ce qui va avec le fait de prendre le risque de vivre ce qui est important pour nous. Avec tout le kaléidoscope d'émotions qui peut accompagner ce passage à l'action. Alors, sur votre livre, en fait, vous parlez de boussole éthique. Pourquoi associer ces 2 mots, en fait ? Moi, ça me parle tout de suite, mais je vais dire, voilà, boussole. Alors, boussole, moi, la première image qui me vient, c'est un petit peu le côté pirate, Koh-Lanta, là, je suis perdue, donc je ne sais pas où je vais. Mais alors, éthique, c'est vrai que très rapidement, est-ce que vous pourriez me définir l'éthique ? Parce que c'est un beau grand mot, c'est comme déontologie, on les a tous ces mots-là, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est quoi une boussole éthique ? Oui, pour moi déjà l'éthique, par rapport à la morale, si on devait séparer, s'engager dans une démarche éthique, c'est s'engager dans une démarche de réflexion autour de ce qu'on estime être bien. C'est cultiver le réflexe régulièrement de dire est-ce que ça me paraît avoir du sens ? Est-ce que ça me paraît être juste ? Est-ce que ça me paraît être bien ? Et en fait, mon livre aussi défend beaucoup le pragmatisme par opposition au dogmatisme. Donc la question, il n'y a pas de réponse en soi. Il faut régulièrement se reposer la question de ce qu'on estime bien dans un contexte donné en fonction d'un certain nombre de valeurs qui nous animent. À l'instant T, parce que ce qui est bien pour nous aujourd'hui, il peut très bien ne pas l'être dans 6 mois. Voilà, c'est très contextuel. Donc boussole éthique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement se forger sa boussole, avoir un cap, savoir où on a envie d'aller, c'est quand même mieux, en tout cas c'est aidant, savoir où on a envie d'aller. Parfois on a besoin de s'arrêter pour savoir où on a envie d'aller. Et que l'éthique, de mon point de vue, il y a besoin d'une révolution éthique, c'est-à-dire vraiment de se sentir touché par ce qui nous entoure, nous concerne, enfin, notamment
parce que ça c'est un de mes combats, l'évolution du climat, la perte de biodiversité, mais pour chacun ça peut être quelque chose de différent. En tout cas, vraiment prendre conscience de ce à quoi on tient. Ça peut être aussi un environnement humain, bien sûr, avec de l'altruisme. Donc, que l'éthique nous guide, c'est-à-dire sortir du mode pilotage automatique, c'est-à-dire que sortir de l'idée que les choses seraient acquises ou ne doivent pas être repensées. Repenser les choses régulièrement, ça, ok. Qu'est-ce qui me paraît avoir du sens? Je suis dirigeant là aujourd'hui. C'est quoi qui paraît avoir vraiment du sens en fonction de tout le contexte qu'on est en train de vivre? Et du coup, comment on peut faire des choses qui sont à la fois bonnes pour nous, en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, et puis aussi vertueuses pour le monde? Parce qu'on voit bien, si on ne se pose pas la question, qu'on va dans le mur. Et d'ailleurs, le terme boussole éthique pas trop, mais le terme boussole a pas mal été utilisé pendant le confinement. Récemment, j'y étais particulièrement sensible, étant donné que mon livre qui devait sortir en avril est sorti en juin. Et d'un côté, tant mieux, Voilà. parce que je trouve que la sortie de ce livre, juste après le confinement, éveille encore plus de réflexion, et en tout cas va encore plus chercher, quand vous dites justement cette reconnexion à la nature, cette reconnexion à soi, va chercher des choses que les personnes ont vécues, que s'il était sorti avant le confinement, ma foi, on vous a peut-être mis dans la théorie du complot aussi, en disant que votre livre était lié au Covid et au fait de renfermer les gens, allez savoir. Mais c'est vrai que c'est... quand moi je l'ai lu, je trouvais justement, je me dis, mais enfin, il n'y a jamais de hasard, les choses doivent arriver quand elles arrivent. Et c'est vrai qu'il est vraiment à point nommé par rapport à tout ce qu'on a vécu. Qu'on a tous vécu, et quand vous parlez de sens, alors c'est vrai que la nouvelle génération, les jeunes de maintenant, vous leur demandez de faire quelque chose, s'il n'y a pas le à quoi ça sert derrière, c'est vrai que c'est beaucoup. Nous, on nous disait à l'époque, fais ça, on disait amen et on le faisait, on se posait beaucoup moins de questions. Et moi, j'ai toujours tendance à dire aussi, quand j'ai des personnes qui arrivent en coaching et qui, entre guillemets, en veulent à leurs parents de l'éducation que les parents leur ont donnée, j'ai dit toujours, mais dites-vous que vos parents n'avaient accès à rien du tout de ce que nous, on a sur ce fameux développement personnel, cette remise en question. Il y avait des carcans, il y avait des cadres, et on devait juste mettre les bonnes personnes dans les bonnes cases. Et il n'y avait pas ce côté, mais tout compte fait, est-ce que la manière que j'ai d'éduquer mes gosses ou de leur donner des valeurs, est-ce que c'est les bonnes? C'est celles que mes parents m'ont transmises, je ne fais jamais que les reproduire. Et c'est vrai que le livre ici, je trouve, amène justement à tous ces questionnements. De se dire, la boussole éthique, j'ai trouvé cette association extraordinaire, dans le sens où ma boussole, c'est parfois je perds le nord, en effet, on peut être complètement perdu, mais à partir du moment où je garde mon éthique, c'est-à-dire mes valeurs, c'est-à-dire ce qui est vraiment, ce qui fait sens pour moi, et toutes ces questions de est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai envie, qu'est-ce que ça va m'apporter, sont des questions qu'en temps normal, on ne se posait peut-être pas avant, mais qui sont quand même les questions à se poser tous les matins. Quand je me lève le matin, qu'est-ce qui fait que je me lève? Qu'est-ce qui fait que je vais faire le premier pas? Est-ce que je le fais parce que je suis obligée ou est-ce que je le fais parce que réellement ce que je vais entreprendre dans ma journée me convient? Fait sens. Ouais. Et alors, un autre point qui me paraît important par rapport à l'éthique, c'est la question de la responsabilité. Alors ça, j'en parle notamment à la fin du livre. Alors c'est vrai que quand j'ai écrit le livre, c'était il y a 1 an, et on était en pleine canicule. Vraiment, c'était des conditions très très difficiles, et de mon point de vue, là, le fait de vraiment vivre les conséquences du réchauffement climatique, moi ça m'a vraiment interpellée et est venu convoquer mon propre sentiment de responsabilité. C'est-à-dire moi, ok, là je suis vraiment consciente, je suis en train de le vivre dans mon corps, dans ma chair, ces conséquences. Alors comment je peux agir en tenant compte. Donc il y a les valeurs, ça nous guide, ça fait partie de la boussole, mais aussi cette prise de conscience des impacts de nos comportements. Donc dans la question éthique, il y a la question de la responsabilité, et donc d'avoir ça aussi en ligne de mire, c'est-à-dire de ne pas être dans le déni des conséquences de nos actes. Et les conséquences, elles sont multiples, elles sont sur autrui, elles sont sur le vivant, elles sont sur potentiellement des tas de choses, mais d'avoir ça dans le radar. Bien. Eh bien, alors, avant de terminer, je rappelle votre livre, Claire Delpaux-Michelet, Les choses importantes, faites confiance à votre boussole éthique aux éditions Paiopsy. Alors, à lire, franchement, je le recommande. Alors, je le recommande aussi bien à mes collègues coachs, parce qu'il est vraiment plein d'astuces, et puis surtout, on se reconnaît dedans, ah oui, tiens, moi aussi, j'ai eu des comme ça. Mais je pense que c'est surtout un livre à s'offrir ou à offrir à des personnes parfois qui sont justement sur ce cheminement de ce questionnement personnel. Et puis surtout, je trouve qu'il est super bien écrit, donc voilà. Merci, je le dis. Alors, très rapidement, pour terminer, puisque vous êtes férus de littérature et d'écriture, tout petit questionnaire de Proust.
Donc, une question, une réponse. On ne réfléchit pas, on y va. D'accord. Alors, c'est parti. Votre vertu préférée? Le courage. Les qualités que vous préférez chez les autres? L'écoute. Votre La principale... bienveillance. Pardon. Allez-y, pardon. Oui, je dis laisse. Pardon. Donc, écoute, bienveillance. Profondeur. Passion. Ok. Votre principal trait de caractère? La détermination. Votre occupation préférée? La philo. Votre rêve de bonheur? Je crois que j'y suis. Qu'est-ce qui pourrait être votre plus grand malheur? La perte de ce à quoi je tiens le plus. Ce que vous voudriez être? Une femme libre. Votre couleur préférée? Le bleu de l'horizon. D'accord. Votre animal préféré? Difficile. Joker. D'accord. Un peu tous, en fait. Le vivant au sens C'est large. ça, le vivant au sens large. Votre héros ou héroïne de fiction? Ok, pas facile. Celui qui me vient là spontanément, c'est Dale Cooper, l'agent spécial de Twin Peaks. D'accord. Votre héros ou héroïne dans la vie réelle? Aux lames de gouge. C'est? Aux lames de gouge, c'est une femme de lettres de l'époque de la Révolution française qui a écrit la déclaration des droits de l'homme et de la citoyenne et qui disait à l'époque les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles doivent aussi avoir le droit de monter à la tribune. Oh, joli. Elle a été guillotinée. D'accord. Ah bah oui, parce que fatalement, vous dérangez un petit peu, j'imagine. Oui. Le don de la nature que vous voudriez avoir? Un peu plus de sens pratique. Et la dernière question, votre devise favorite? De la passion, sinon rien. De la passion, sinon rien. Eh bien, franchement, je trouve que c'était une super émission. Je pense que, comme d'habitude, j'ai débordé. Hein. Oui. Voilà. C'est pas grave. Je pense que Joachim et Fred ne nous en voudront pas. Ils ont l'habitude. C'est la première, les gars. Je promets, la prochaine fois, je fais attention. C'est en tout cas un tout grand merci d'avoir Merci à vous, accepté cette interview, d'avoir passé ce moment ensemble, parce que c'est vrai que c'est toujours agréable, les rencontres, ces Oui. fameuses rencontres. Rien tel que le vrai, parce qu'on aurait pu la faire en visio, Oui. mais bon, voilà, je préférais quand même pouvoir la faire en direct. En 3 mots, si vous deviez résumer notre entretien, qu'est-ce que vous diriez? Inspirant. Voilà, je trouvais que c'était une rencontre qui fait un condensé de l'actualité, je dirais, à la fois historique, politique, de ce moment particulier. Je crois que c'est important aussi de le dire, de cette émission en démarrage d'année, d'année scolaire, de rentrée plutôt, de saison. Voilà. Donc un moment important aussi pour moi et aussi parce que c'est mon anniversaire, mais pas que, un moment important et très plaisant. Donc je vous remercie pour ça, Laurence. Et puis intéressant, voilà, avec des questions pour certaines que je me suis pas encore, que j'avais pas encore été amenée à me poser. Donc ça c'est toujours très intéressant. En plus, vous aurez la preuve avec les questions que vous avez données, les réponses que vous avez données, comme ça on pourra encore le retravailler. Donc pour moi c'était franchement super agréable de démarrer l'année comme ça, de lancer donc alors cet appel à témoins également pour des personnes qui considéreraient qu'elles ont peut-être des choses à dire, qu'elles ont des parcours qui pourraient être inspirants, ou parfois on n'ose pas parler de soi, mais on connaît quelqu'un qui pourrait avoir ce côté inspirant. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous appeler, soit via le téléphone, soit via l'adresse mail de la radio pour nous proposer, ou pas via mon Facebook, pour nous proposer des personnes à rencontrer, et donc on a toutes les émissions de l'année à remplir. Donc c'est vraiment intéressant pour moi aussi d'aller à la rencontre des gens du territoire et aller à la rencontre des personnes autour de nous qui peuvent être hyper inspirantes et qui peuvent nous donner cette impulsion parfois de se dire ah ben tiens, voilà, elles l'ont fait ou ils l'ont fait, eh bien pourquoi pas moi. Mais Claire, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce moment. Merci à vous. Et donc, bon anniversaire. Et vous allez pouvoir aller passer un bon moment en famille dans notre Creuse agréable avant de repartir après sur Grenoble. Donc, profitez encore de cette journée et puis de ces quelques jours. Et mille merci pour votre présence dans cette émission. Merci à vous. Bonne fin de journée. À très bientôt. Et on termine avec Jean-Jacques Goldman, Envole-moi. Et oui, donc pourquoi Jean-Jacques Goldman, Envole-moi? J'ai oublié de vous poser la question. Jean-Jacques Goldman, alors déjà pour la petite histoire, il a fait les decks.
On a un point commun. Et puis, sa chanson, elle dit beaucoup de choses. Sors-moi de cette fatalité qui colle à ma peau. Elle parle de sortir finalement, de briser des murs à coups de livres. Enfin, elle parle beaucoup de moi. Elle parle d'une énergie du combat, de l'émancipation. Je pense que c'est une chanson qui parle de liberté. C'est ça, et d'espoir. Et d'espoir. D'accord. Merci. Bonne fin de journée. À très bientôt, Claire. À bientôt, Merci. Laurence. Au revoir. Merci.